Bonjour. Alors, Medusoil est la solution de biocimentation est née d'un constat. Il y a trop de chaux, trop de ciment et trop de résine dans nos sols. Et c'est grâce à nos observations des phénomènes qui existent sous nos pieds qu'on a développé ces solutions que je vous invite à découvrir avec moi aujourd'hui. D'abord, je réponds à la question, mais pourquoi nous développons ces solutions? Qu'est-ce que c'est qui nous motive? Et ensuite, je vous présente en détail la technique, comment ça fonctionne et ses principes. À travers surtout une sélection de nos projets, on a une expérience qui date depuis 2020. Ensuite, on va mettre l'accent sur la durabilité. C'est la thématique qui nous unit aujourd'hui. Et à la fin, je vous donne quelques mots sur l'avenir de la technologie. Alors, vous voyez ici certains constats qui ne viennent pas de nous. Elle vient de nos partenaires. Elle vient des partenaires qui utilisent pas mal de chaux, des résines et des ciments pour l'amélioration des sols. Donc, on a des additifs qui souvent sont toxiques, on a des valeurs de pH qui augmentent jusqu'à 12, 11, etc. Donc il faut laver les sols, il faut mobiliser des systèmes pour rétablir la qualité des eaux souterraines. Ça coûte cher des fois, des forêts. Les voisins sentent les vibrations et ça retarde un peu le permis de construction. Et tout ça, vraiment, ça nous a motivés pour développer les solutions qui sont moins intrusives vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis le sous-sol. Donc voilà ce qui nous motive à développer des liens organiques. Comme j'expliquais, sous nos pieds, il existe des mécanismes, des micro-organismes de sous-sol et des eaux souterraines qui génèrent des liens organiques, soit à base minérale, soit à base polymérique. Et en fait, on a une expérience à travers différents projets, et aujourd'hui, on est confiant qu'on arrive à associer l'innovation technique à la responsabilité environnementale et aussi à l'efficacité économique. Bien sûr, je vous donne quelques chiffres sur les coûts. Voici, si vous voulez, un panorama de nos projets sur plusieurs pays, sur différentes géologies aussi, pour cibler différents types de défis géotechniques qui vont de la protection contre l'érosion jusqu'à l'amélioration de la capacité portante des sols. Bien sûr, on parle de paramètres géotechniques, donc on peut vous donner des valeurs de cohésion qui vont de 10 à 50 ou même à 100 kPa. On peut aussi doubler ou voire tripler la vitesse des ondes de cisaillement. Et ici, vous voyez aussi au niveau des résistances sous compression, certaines valeurs. Il faut aussi prendre en compte que l'évolution des paramètres géotechniques est liée en fait à la quantité de liens, donc qui va de 1 jusqu'à 8% pour la plupart de nos projets. Oui, la nature est notre laboratoire et on a isolé des micro-organismes dans le canton du Tessin. Donc on a cherché plus qu'une trentaine de souches, de micro-organismes qui ont la capacité de générer des cristaux. On a breveté tout ça à l'EPFL, on a aussi développé un savoir-faire sur la mise à l'échelle de la production, parce que des fois, ce n'est pas évident comment aller dans la nature à l'échelle industrielle pour servir des projets de géotechnique. Les autorités, quand on demande la composition que vous voyez ici, donc on n'utilise rien qui n'existe pas dans le sol. Donc, vous savez, dans le domaine d'agriculture, on nourrit le sol avec, par exemple, de l'urée qui est riche en carbonate et nitrogène. Et notre innovation, en fait, entre dans cette réaction. On garde la partie carbonate sous la forme de la calcite, donc carbonate de calcium, et la partie nitrogène, on revalorise et on donne en retour aux agriculteurs. Donc voici, si vous voulez, la magie derrière nos applications. Et tout ça, c'est grâce à micro-organismes qui ont la capacité de transformer le carbone, soit du CO2, soit carbone sous forme liquide, en minéraux.
J'aurais dit que les avantages de la technologie, c'est tout d'abord la viscosité. Donc, on parle de solutions qui sont faciles à injecter, donc pas besoin de haute pression, pas besoin de grands forages. S'il y a des écoulements souterrains, on arrive à mobiliser un système d'infiltration des sols, c'est-à-dire on va injecter et ensuite extraire. Comme ça, on cible un flux très spécifique. On a aussi travaillé avec des systèmes de Gunitas, si vous êtes au courant de tels systèmes. Et très récemment, on utilise aussi beaucoup de déchets de démolition, d'excavation, surtout la partie fine qui ne peut pas être valorisée pour le béton recyclé. Donc voici une gamme de nos applications possibles. Et maintenant, je passe à certains projets. Je propose de commencer par les sols les plus fins et aller graduellement jusqu'au sable et gravier. Donc, commençons par les argiles. Les argiles, on sait très bien qu'ils ont la tendance de gonfler, d'absorber beaucoup d'eau. Et ces problématiques-là posent pas mal de défis sur des zones où on a des argiles organiques. Donc, il y a des centaines de mille de maisons en France, par exemple, qui sont touchées par le phénomène du retrait et de gonflement des argiles. Donc, on a fait un projet dans le canton, non, c'est un département, donc le département de Loiret en France, sur 500 mètres de longueur pour stabiliser des routes fissurées. Donc après une année depuis l'application, on voit qu'on a diminué beaucoup les tassements et bien sûr le suivi continue pour les années à venir. Mais vous voyez comment on couvre les argiles et les feuilles d'argile qui absorbent l'eau, on les couvre en calcite, comme ça il y a moins de surface pour que l'eau puisse s'attasser, donc moins de l'eau à évaporer lors les périodes de sécheresse. On reste en France, on n'est pas loin de Camargue, et là vous voyez une digue qui est exposée au niveau des mers qui se varie, aussi pédant aussi les orages. Et là, on a appliqué un système de mélange pour améliorer la résistance contre l'érosion. Je vais penser aussi aux projets dans les Rhônes qui sont aussi face à cette force de nature. Donc vous voyez ici aussi les essais à la plaque. Donc on arrive jusqu'à 50 mégapascales dans les essais de plaques à partir d'un sol qui est pas résistant. D'abord, il était autour de 18 mégapascales. Donc vous voyez une autre si vous voulez, application de nos produits. On a travaillé avec des sables, ça c'est un projet en Autriche, avec les TPA, où on a la validation de l'amélioration des paramètres géotechniques pour des pourcentages en lien qui restent à 1,2%. Donc c'est vraiment de faibles quantités qui ont un effet significatif. Ici, c'est le projet de la valorisation des déchets de démolition. On travaillait avec Grisoni sur un projet de gunitage pour la partie de démolition qui ne peut pas être valorisée pour faire du béton recyclé. Donc, de très bonnes propriétés. On arrive jusqu'à 2 mégapascales de résistance. Donc, pour tout ce qui est béton non normé, on arrive à être concurrent et aussi diminuer la partie des déchets qui va à la décharge, soit à travers Gunitas, soit à travers des plâtrages, comme vous le voyez dans ces photos. On a aussi travaillé beaucoup pour protéger des pentes contre l'érosion, surtout liées à la vente. Donc là, c'est une application superficielle pour créer des croûtes qui sont résistantes à l'érosion avec les partenaires en Roumanie. Et un dernier exemple d'une application qui ressemble beaucoup le micropieux. Donc, cette solution était appliquée à travers des forages, infiltration plutôt, à très faible pression. Donc on est resté moins d'un bar en termes de pression. Et les résultats que vous voyez ici sont obtenus après 72 heures seulement d'après l'application. Vous voyez ici l'essai à la pénétromètre dynamique. Donc on a en noir la résistance avant amélioration, et après 72 heures, vous voyez qu'on a un profil qui est assez homogène autour du point d'injection. Donc les différentes couleurs représentent différents points sur les deux axes du forage. On arrive jusqu'à des diamètres qui vont 50 cm, donc ça ressemble beaucoup au micropieux.
Voilà, donc maintenant je pense que vous avez un peu digéré cette approche. On peut parler aussi de coût, combien ça coûte. La réponse évidente, c'est que ça dépend du contenu de la calcite. Donc, pour des problématiques telles que la protection contre la liquéfaction, 1%, 0,5 jusqu'à 1% suffit pour améliorer la cohésion et s'assurer que les grains ne perdent pas leur contact lors des tremblements de terre ou des forces cycliques. Donc, pour aller plus loin et améliorer la capacité portante, on reste dans des régions de 1 jusqu'à 5%. Pareil aussi pour l'application type unitage. Donc, la réponse à la question combien ça coûte devrait être étudiée vis-à-vis le contenu en calcite et vis-à-vis l'application finale. Mais si vous le gardez en ordre de grandeur, ça coûte plus ou moins 70 francs par 1%. Okay? Donc gardez ça à l'esprit, mais il faut savoir aussi que les coûts d'exécution sont assez bas, exactement parce qu'on utilise des petits diamètres et on utilise aussi de faibles pressions. Donc pas besoin de mobiliser des machines lourdes, qui a aussi un impact sur la durabilité de la technique, parce que l'exécution finale est moins énergivore vis-à-vis les injections à haute pression. Alors, parlons maintenant de la durabilité. On a fait une étude assez complète grâce aussi à nos partenaires Quantis. C'est une boîte spécialisée à ce qu'on appelle Life Cycle Assessment, okay? Donc analyse de cycle de vie. Et on a comparé en fait l'utilisation du ciment Portland et l'utilisation du biociment. Et la comparaison est complète vis-à-vis les émissions lors de la production, l'exécution des travaux, la gestion des déchets, qui est très important quand on parle de jet grouting. On sait très bien qu'il y a pas mal de déchets de blé qui sortent vers la surface, ce qu'on appelle spoil waste, et qui coûte des fois très cher à traiter et diriger vers les décharges. Donc tout ça, le bilan global, vous le voyez ici, on est à 55% moins de CO2 émis pour le même volume de sol traités. On reste sur l'aspect durabilité. Moi, j'aime bien cette graphe, je le partage aussi avec mes étudiants à l'EPFL, parce que ces graphes-là démontrent les chemins vers le net zero, donc c'est-à-dire arriver à pratiquement équilibrer les émissions CO2. Et pour arriver à ces chemins, vous voyez dans le petit cadre vert là, que la réduction de ce qu'on appelle l'ion et aussi du clinker et aussi l'utilisation du carbone et sa minéralisation ou sa séquestration dans le sol sont les sources qui peuvent nous diriger vers le net zero. Donc c'est pour cela on renforce nos efforts et on intensifie nos efforts pour pouvoir, comment dire, j'ai perdu le mot, pour pouvoir vous accompagner vers ce segment net zero. Voilà, donc je pense maintenant on peut parler de l'avenir. On est très content de pouvoir installer aussi notre première usine de la production de biociment qui est installée à Yverdon. Donc ça, c'était une étape très critique pour nous parce qu'on arrive maintenant à produire, j'aurais à un tiers des coûts qu'on produisait il y a une année. Et grâce à cette nouvelle usine, on est prêt pratiquement à soutenir des projets type 1000 mètres carrés de surface dans quelques jours. Hein. Donc pour nous, c'est une étape majeure. Tout ce que vous voyez ici, voilà, c'est le produit final qui ressemble un peu voilà, au cubiténaire qu'on voit dans le site de construction. Il a des produits, des liens qui sont fournis sur la même manière. Donc à travers cette usine, on est prêt maintenant à soutenir un grand volume de projets pour augmenter notre impact dans la région et aussi dans des régions voisinantes. Voilà, donc ici vous voyez l'équipe, grâce à eux, tout ce développement était possible et aussi un panorama de nos partenaires qu'on a travaillé dans le passé. Donc merci beaucoup pour cette invitation et je reste pour votre question.